Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le 23 octobre 2017, sur l'archipel des Maldives, un petit garçon de 2 ans s'est noyé dans une piscine. Un drame dont une employée de l'hôtel, une jeune Française, est rapidement accusée d'être seule responsable. Et pendant plus d'1 an, elle va rester bloquée sur place avant de s'évader. On a voulu revenir aujourd'hui sur l'histoire de Manon, racontée pour la première fois dans Le Parisien le 14 avril. Ronan Thésaurière, vous êtes journaliste au Parisien. Comment est-ce que vous avez entendu parler pour la première fois de cette histoire ? C'était quand ? Alors j'en ai entendu parler en janvier 2018, pour être précis. Et en fait, c'est le père de Manon, et qui est la première personne avec qui j'ai eu contact. Et le père de Manon avait rejoint sa fille aux Maldives. Et en fait, se posait la question de la médiatisation, parce qu'il avait compris rapidement quel enfer sa fille avait atterri. Je l'ai eu plusieurs fois au téléphone à ce moment-là. Il était stressé. Il m'a évoqué des pressions faites par des officiels sur lui, sur sa famille, sur sa fille. Et ensuite, il a préféré couper court à nos conversations parce que l'avocat français qu'il avait engagé pour sa fille lui a conseillé que dans le cadre de ce qu'on peut appeler une dictature, parce que les Maldives à ce moment-là, c'est une forme de dictature, la médiatisation était peut-être pas une bonne solution. Donc ce qui s'est passé, c'est que d'un commun accord, on a dit écoutez, voilà, on arrête ces conversations. Mais ensuite, moi, j'ai un peu gardé le contact. Et surtout, je lui ai rappelé que on serait là, le média, le Parisien, pour écouter l'histoire de Manon s'il avait besoin. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Alors ce qui se passe, c'est en mars 2019, je reçois encore une fois un mail, et cette fois-ci c'est directement Manon. Manon qui, sur les conseils de son père, me contacte en lui disant voilà, lui s'est montré très intéressé par l'histoire, et voilà, il a suivi le dossier. J'ai donc dit à Manon, écoutez, voilà, moi je pense que votre histoire, c'est pas une histoire qui arrive tous les jours, c'est une histoire extraordinaire. Et je pense qu'il faut prendre le temps de la raconter, donc il faut qu'on se rencontre. Ronan, pour ceux qui n'ont pas encore lu votre article, est-ce que vous pouvez nous raconter justement à nouveau cette histoire ? Alors cette histoire, c'est l'histoire d'un drame qui s'ajoute à un autre drame. L'histoire commence le 23 octobre 2017. Manon, elle est aux Maldives depuis 1 mois. C'est une jeune Française fraîchement diplômée et qui s'occupe de tout ce qui est la restauration dans un hôtel 5 étoiles aux Maldives, tenu par une grosse compagnie maldivienne, dont le président est l'homme qui a créé le tourisme aux Maldives. C'est un peu le Trigano des Maldives. C'est lui qui, en 72, a inventé le concept de ces îles d'hôtels aux Maldives. Quelqu'un de très puissant. C'est quelqu'un de très puissant, proche du pouvoir, proche du président. Comment est-ce que cette jeune Française, fraîchement diplômée, vous l'avez dit, se retrouve à travailler dans l'archipel des Maldives ? Elle a fait une formation dans la restauration et elle a tout de suite eu envie de voyager, de découvrir d'autres univers. C'est quelqu'un qui aime découvrir le monde, qui parle très bien anglais, et donc toute son expérience professionnelle jusque-là est très internationale. Elle a travaillé dans d'autres pays comme le Vietnam. Il y a une offre qui se fait, elle se dit c'est un peu l'occasion ou jamais, et puis ça fait rêver. Même pour une jeune personne qui est sur le marché du travail depuis longtemps, elle se dit voilà, c'est banco, double expérience quoi, un bon poste de responsable de la restauration et dans un lieu paradisiaque. Donc elle y va un peu les yeux fermés. Et tout se passait très bien pour elle. Alors tout se passait très bien pour elle, et donc elle avait pris en main son travail. Dans cette fin octobre 2017, son encadrement, c'est la direction de l'hôtel, lui demande, en plus de son travail, sur sa pause entre le déjeuner et le service du soir, de s'occuper des enfants d'une famille de riches Irlandais. Au départ, elle dit qu'elle n'a pas les compétences pour ça, qu'elle n'a pas été formée pour ça. Mais on lui dit, c'est pas grave, tu seras pas toute seule, il y aura quelqu'un toujours avec toi pour t'aider, parce qu'ils sont 3 enfants.
une grande de 8 ans, une petite fille de 4 ans et un petit garçon de 23 mois. Manon dit voilà, je veux bien m'occuper des enfants, mais pas toute seule. Alors Manon le dit, et les parents des enfants le disent, expressément. C'est marqué dans le dossier criminel de cette affaire. Avant d'aller plus loin, peut-être un mot sur cette famille. Vous avez dit des riches Irlandais. De qui s'agit-il ? Trevor Musgrave et Tara Logan. Lui, c'est un concessionnaire automobile irlandais. Il gagne bien sa vie. Des voitures de luxe. Des voitures de luxe, exactement. Et bon, voilà, ils sont en séjour familial en vacances aux Maldives. Pour profiter un peu de leurs vacances aussi, ils demandent un babysitting, quoi, simplement. Et la problématique de ce babysitting, qui doit durer 3 jours, c'est que le 3e jour, donc le 23 octobre 2017, rapidement, Manon se retrouve seule. C'est-à-dire que la responsable de chambre des Musgrave, qui doit l'aider et qui est la personne la plus en contact avec la famille, la quitte. Et donc Manon se retrouve donc dans la partie commune de l'hôtel, seule avec les 3 enfants. Et c'est là que malheureusement le drame arrive, c'est-à-dire qu'à un moment, la petite fille court vers la piscine alors qu'elle ne sait pas nager, commence à rentrer dans la piscine, Manon lui court après, essaye de la sortir de l'eau, et pendant ce temps-là, le petit de 23 mois s'enfuit. Et Manon, le temps de sortir la petite de l'eau, le perd de vue. Et malheureusement, on ne le retrouvera, le petit garçon, qu'une vingtaine de minutes plus tard, noyé dans une autre piscine de l'établissement. Alors même qu'il a croisé la route d'un membre du staff, que celui-ci l'a pas arrêté. Voilà, il y a plusieurs choses à ce moment-là, plusieurs éléments qui jouent, qui auraient pu faire que ce drame aurait pu être évité, mais malheureusement, il ne l'a pas été. Le petit garçon est transporté à l'hôpital de Malé, la capitale des Maldives. Les secouristes ne parviennent pas à le réanimer. Manon est toujours dans l'hôtel à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe pour elle ? Dans ce cas-là, il y a une enquête qui est ouverte. Et elle, d'autres membres du staff sont entendus, la responsable de la chambre, le fameux butler qui a croisé la route du petit garçon. Le garçon, voilà. Et en fait, les interrogatoires se répètent toute une semaine durant, parfois de manière audio, voilà, et d'autres fois filmée aussi. Pour Manon, Manon est interrogée. Manon est interrogée. Et on finit par lui faire signer des papiers. À ce moment-là, écrit uniquement en maldivien, pas traduit ni en anglais ni en français, encore moins en français, où en fait, elle le découvrira plus tard, en fait ce sont des charges en anglais, ce sont les charges qui pèsent contre elle. Et elle est à ce moment-là directement accusée d'homicide involontaire par négligence, ayant entraîné la mort du petit garçon. Qu'est-ce qu'elle risque pour ça ? Selon la loi maldivienne, ça peut monter jusqu'à 15 ans de prison. Donc c'est des charges lourdes qui pèsent contre elle. Et autre élément troublant de l'affaire, à aucun moment la responsabilité de l'hôtel est engagée. C'est-à-dire que son directeur, son manager, ils sont pas convoqués. Ils vont pas voir la police, ils subissent pas d'interrogatoire, sinon que les premiers interrogatoires de l'enquête. Derrière, ils sont pas poursuivis. Est-ce que Manon a un avocat ? Alors Manon a un avocat qui lui a été donné par le resort, et c'est aussi l'avocat du resort. Et en fait, il va falloir un peu de temps à Manon pour comprendre qu'il y a un conflit d'intérêts. Comment peut-elle être défendue par un avocat qui est aussi celui du resort, qui n'a pas intérêt, lui, à ce qu'une condamnation entache l'établissement. Surtout un établissement de luxe des Maldives, dont le tourisme est quasiment la principale industrie, quoi. On est au tout début de l'année 2018, Manon va essayer de s'enfuir une première fois. En janvier 2018, Manon comprend qu'elle est vraiment en danger, parce que c'est là qu'on lui signifie que elle est accusée. Alors que jusqu'ici, elle croyait être juste témoin. Et elle se dit, il faut que je rentre en France, à minima pour au moins prendre du recul et peut-être plus. Sauf que là, elle se rend à l'aéroport et en fait, son avocat avait oublié de lui signifier que en fait, elle avait une interdiction de quitter le territoire, donc on lui confisque son passeport. Et là, elle est vraiment prise au piège. C'est-à-dire qu'elle comprend qu'elle ne va pas partir des Maldives
qu'on la laissera pas partir en tout cas. Et là, comment est-ce qu'elle vit à ce moment-là, pendant ces longs mois? Maintenant, c'est la partie, je pense, où ça devient presque irréel pour elle. C'est-à-dire que déjà, ça fait plusieurs mois qu'elle est emprisonnée, entre guillemets, sur son île, qu'elle repasse et repasse au même endroit du drame. Parce qu'elle travaille toujours dans l'hôtel. Oui, c'est-à-dire qu'en gros, on lui a dit il faut rester là. Donc, elle n'a pas d'autre choix quoi, que de rester là. Et même d'un point de vue presque de survie, travailler, c'est son seul moyen de ne pas penser à ce qui lui arrive et ce qui est arrivé au drame 24 heures sur 24. Donc, du coup, elle a repris le travail et elle essaye de survivre à ça. Et en janvier, puis février, les mois passent et rien ne se passe. C'est-à-dire qu'on la laisse dans une espèce de silence. Personne ne lui dit rien, son avocat le premier. Et elle attend. Et elle attend qu'une décision soit prise, qu'on lui donne des nouvelles de son dossier. Et il n'y en a pas qui viennent. Donc là, c'est les idées noires qui arrivent. Et en août 2018, les choses se compliquent encore pour Manon. Alors, les autres personnes qui auraient pu être aussi mises sur le banc des accusés, la responsable de chambre, le butler, eux sont exclus. Et elle comprend, en août, qu'elle est la seule et accusée. Toutes les responsabilités de l'horrible accident lui incombent. En tout cas, c'est ce qu'elle comprend. Et surtout, son avocat lui dit « Tu comprends, je travaille pour l'hôtel, donc je ne vais pas pouvoir te défendre. » Donc elle se retrouve en plus sans avocat. Et là, est-ce qu'elle est en contact? Est-ce qu'elle a des nouvelles de la justice des Maldives? Alors oui, elle a des nouvelles de la justice des Maldives parce qu'en fait, il y a sa première audience préliminaire qui doit arriver. Son avocat l'a laissé tomber une semaine avant, la première audience préliminaire. Donc, et en fait, son hôtel lui fournit un autre avocat. Elle connaît personne aux Maldives, hein. Elle n'a pas de réseau aux Maldives, donc elle est obligée d'accepter. Cet avocat donc la défend pour sa première audience préliminaire où est présent le juge principal de la cour criminelle des Maldives, qui s'appelle le juge Arif. Et le juge commence à multiplier les audiences préliminaires en prévision du procès. Et à l'issue d'une de ces deux audiences préliminaires, le nouvel avocat de Manon reçoit un message du juge qui lui demande le numéro de Manon. Alors, elle hésite beaucoup, elle comprend pas. Elle est face à un système judiciaire qu'elle comprend mal. C'est un système judiciaire à l'anglo-saxonne, etc. On est dans un tout petit pays. Il y a beaucoup de choses qui se font de gré à gré entre les avocats, les juges. Donc, elle a fini par accepter en se disant, bon, peut-être que ça se fait ici. Et j'imagine qu'elle se sent pas très libre de refuser. Oui, elle se sent, au regard de tout ce qui s'est passé déjà, en fait, elle se sent coincée et donc elle finit par accepter de donner son numéro. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le juge en question, il lui envoie des textos et il veut la rencontrer personnellement. Il lui propose d'abord des déjeuners, puis des dîners, puis carrément de venir dans son hôtel. Il s'inquiète de savoir s'il y a des gens avec elle dans sa chambre. Quel que soit le résultat du procès, parce qu'il l'évoque, il dit de toute façon, je veux te voir et je veux te rencontrer. Et Manon comprend rapidement qu'en fait, il a des intentions qui sont sexuelles. Et on le rappelle, la justice n'est pas franchement indépendante aux Maldives. Alors, particulièrement à ce moment-là, puisqu'il y a un régime en place qui est assez dur, qui est répressif vis-à-vis de la presse, de l'opposition, du système associatif. Et le juge en question, c'est un juge qui est très proche du pouvoir. Il est même célèbre aux Maldives pour avoir acquitté 2 responsables de l'enlèvement d'un journaliste. Donc, effectivement, elle est face à un dilemme. Qu'est-ce que je fais? Que dois-je répondre à ce juge qui me sollicite, alors que ce juge a entre ses mains le pouvoir de me donner 15 ans de prison? Et là, que se dit Manon? Soyons clairs, Manon, à ce moment-là, elle a des idées suicidaires. Elle se dit, je ne sortirai jamais de là. Ce pays est fou. Ce pays veut me condamner, veut me mettre en prison. Et sans d'autres formes de procès, en fait. Et du coup, elle finit par accepter une proposition qui lui a été faite,
auquel elle voulait pas se résoudre. Parce qu'elle se disait, bon, à un moment, la raison va reprendre le dessus, mais là, c'est la fin, en fait, de la raison pour dire, elle accepte une solution d'exfiltration. Ses proches lui ont proposé une solution d'exfiltration déjà bien plus tôt, plus de 6 mois auparavant, en lui disant tu t'en sortiras jamais, il faut qu'on te sorte d'ici. Et elle avait toujours refusé jusque-là. Et face aux avances du juge, elle dit c'est trop, je ne peux pas rester là. Et donc elle accepte cette solution. Alors, l'exfiltration, c'est James Bond. C'est-à-dire que Manon, voyant ça, demande des congés à son établissement, puisqu'elle travaille toujours. On lui accorde, en lui disant, bien sûr, tu peux pas partir des Maldives. Petit détail quand même, entre-temps, aux audiences préliminaires, elle a récupéré son passeport. Sur décision du juge. Ce qui se passe, c'est que donc... via l'intermédiaire d'un réseau qui a été mis en place par les proches, et elle va dans une petite île à côté de l'île centrale, donc l'île de Malé, la capitale, où elle réside dans un logement, et là elle récupère un téléphone satellite qui va être un peu son phare dans la nuit pour être en contact avec les gens qui vont l'exfiltrer. Donc là on est tout début novembre 2018. Elle est encore sur son île, c'est la saison des cyclones, et elle commence à se dire que vraiment il n'y a rien qui va, parce que tout joue contre elle. Et en fait, finalement, il y a une fenêtre météo. Et donc là, on lui dit, on peut venir te chercher, mais il faut que tu ailles tout au sud des Maldives. Donc elle reprend un bateau pour aller dans un archipel tout au sud des Maldives. Et c'est là qu'on doit venir la chercher. Et là, comment ça se passe ? Là, elle attend. Et un jeudi soir, elle reçoit le coup de fil tant attendu sur le téléphone satellite qui lui dit c'est demain, l'opération. Elle se lève aux aurores et elle se rend sur une petite plage. Le soleil n'est pas encore levé. Et elle attend qu'arrive un bateau. Un bateau qui finalement arrive aux premières heures de l'aube. Et avec le bruit du muezzin et de la prière, les gens du bateau l'attendent et elle se déguise en membre d'équipage. Et où va ce bateau ? L'idée, c'est de partir en direction de Mayotte. Mais en attendant, il faut naviguer 3 heures dans les eaux territoriales maldiviennes et passer devant cette fameuse douane maldivienne. Pour Manon, c'est pas encore fait. Et finalement, les douanes maldiviennes vont pas réagir, vont pas accoster le bateau. Et après 3 heures de navigation, elle va rentrer dans les eaux internationales et là, elle se sentira vraiment un peu libre. Et Manon va poser le pied en France 16 jours plus tard, en Outre-mer, d'abord sur l'archipel de Mayotte, avant de rentrer ensuite en métropole. Est-ce que la justice des Maldives recherche Manon aujourd'hui ? Alors la justice des Maldives recherche activement Manon. Il y a un avis de recherche qui a été édité en décembre dernier. Mais je dirais sans aller plus loin, c'est-à-dire que pour l'instant, elle en est là. Et la France n'extrade pas ses ressortissants ? Non, la France n'extrade pas ses ressortissants. Et puis les risques, en tout cas selon l'avocat de Manon, que les Maldives émettent un mandat d'arrêt international sont quand même très limités. Aussi parce que les deux choses sont très liées, politique et justice aux Maldives. Le régime a changé. Et récemment, avec une présidentielle et des législatives qui ont fait chuter le régime dictatorial du précédent président. Et grâce à vous, Ronan Thésaurière, Manon est avec nous. Bonjour Manon. Bonjour. Quelle marque cette histoire douloureuse a laissé chez vous ? Ça a détruit ma vie, ça c'est sûr. Ça me marque à jamais, ça empêche de dormir. Dans l'article de Ronan Thésaurière, vous dites cette chose terrible, je vivrai toute ma vie avec ce sentiment de faute. Oui, bien sûr, oui. Par rapport à la famille surtout. J'y pense tout le temps, tous les jours, j'y penserai toujours de ma vie. La famille dont vous parlez, vous avez eu des contacts avec eux d'une façon ou d'une autre ? Non, pas du tout. Pas du tout. Comment est-ce que vous faites aujourd'hui ? Vous êtes soutenu psychologiquement ? Oui. Ça m'aide beaucoup, bien sûr. Et vous faites quoi aujourd'hui ? Je me repose, c'est déjà bien. Et j'essaye de retrouver une vie à peu près normale, on va dire. Au niveau du travail, vous en êtes où ? Au niveau du travail, je viens de commencer des recherches. Oui, je pense que de faire cet article, ça m'a vraiment aidé à me libérer,
mentalement et à montrer que toute ma vie n'est pas tournée autour de ça, parce que vraiment ça fait depuis que je suis rentrée, j'ai l'impression que ma vie s'est arrêtée, enfin que ma vie est basée sur cet événement-là. Et je pense que ça m'a un peu libérée, en fait, ça a sorti quelque chose de moi. En tout cas, aujourd'hui, vous avez envie de passer à autre chose, j'imagine, même si forcément ça restera pour toujours en vous. Oui, exactement. C'est quelque chose qui restera toujours, il faudra que j'avance avec. Mais j'ai 24 ans et aujourd'hui, la vie, elle fait que commencer. Donc il faut avancer, malgré tout. Merci Manon, et merci à Ronan Thésaurière. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, production et montage Jeanne Boisec, réalisation et mixage Jules Cros et Alexandre Ferreira. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement sur votre application préférée comme Apple Podcast. Code Source est aussi sur Spotify et Deezer. Pour suivre l'actualité, rendez-vous sur leparisien.fr.